One day now, one day. Si on me donne un seul cas d'étudiant qui n'a pas été orienté là où il a demandé, ce que je souhaite qu'on me donne son prénom et nom, son lycée ou son numéro de table, je suis prêt à sortir la fiche de l'étudiant. Donc, et j'attends. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a exhibé un prénom et un nom. Et la solution facile que le gouvernement a trouvée pour un vrai problème, c'est de faire quoi? De s'accaparer les prérogatives des universités en matière d'orientation des bacheliers et de dire maintenant, c'est le ministère qui définit et le nombre et les étudiants qui doivent venir à l'université. Donc le SAES n'est pas contre que nos enfants, nos neveux, nos frères viennent à l'université, mais il faudrait que ce soit les universités elles-mêmes qui puissent faire la sélection. Donc la sélection est une activité pédagogique et non pas politique. Donc ce n'est pas au gouvernement de décider qui doit être admis à un examen ou pas. Donc cela n'a aucun sens, c'est une question de bon sens. Ils orientent, ils ne construisent pas de nouvelles infrastructures, y compris dans le campus social et le campus pédagogique. C'est cette dichotomie-là entre l'orientation du nombre de nouveaux bacheliers et la construction d'infrastructures qui a amené cette situation-là. L'orientation à l'UGB en 2013 de 3000 bacheliers, donc soit 40% de ce qu'on a reçu en 20 années d'existence, 40%. Alors que les années précédentes, l'augmentation était relativement continue, c'était 8% par année. Donc 8% par année à 40%. Et c'est là en fait que tous les problèmes ont commencé, notamment dans le campus pédagogique pour l'encadrement et la prise en charge des étudiants, mais aussi dans le campus social avec les conditions de vie des étudiants, notamment le problème d'eau, d'accès à l'eau, le problème d'hébergement et le problème de restauration. Comme vous le voyez, la chambre, c'est une seule porte avec deux poches, ensuite une seule salle de bain. Maintenant, si on prend par poche, la mienne, on est 3. Pour des poches prévues initialement pour une seule personne par poche, à l'heure du coucher, quand il est l'heure d'aller au lit, lorsque l'on étale les matelas, on n'a même plus où mettre les pieds, on marche sur les matelas. C'est très dommage de le dire, mais si je prends par exemple la FASEG, ici dans laquelle nous sommes, on a un cours actuellement qui se fait et le prof il fait cours à l'amphi A et le cours il est balancé à l'amphi B avec des étudiants qui sont dans l'amphi B qui ne peuvent pas entrer dans l'amphi A parce que c'est déjà plein. Donc il y a une massification extraordinaire et qui a d'ailleurs même provoqué le fait qu'à un moment donné, les autorités ont senti la nécessité de, réfectionner les amphithéâtres de la faculté de droit, de la faculté de sciences, etc. Ce qui a engendré également un autre problème, c'est qu'en réalité, à la faculté de droit, rien qu'en première année, ils sont presque plus de 6000 étudiants qui sont scindés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Et maintenant, du fait de la réfection, on leur a créé des bâches, des abris provisoires qui, d'après le recteur, est devenu abris définitifs, qui sont de grandes bâches où les étudiants doivent maintenant faire cours, entassés dans une salle avec un prof qu'on ne voit presque pas et des projections qui se font. Maintenant, c'est une situation extrêmement grave qui ne facilite pas la prise de notes des étudiants, aussi bien à la faculté de droit qu'à la faculté de sciences, où malgré tous les efforts que les enseignants peuvent déployer, il sera extrêmement difficile à un étudiant dans ces conditions de pouvoir prendre correctement son cours. Et qui dit cours mal pris, donc résultat pas très souvent fameux. Il y a même des enseignants qui ont fait cours en plein air en 2013 parce qu'il n'y avait pas de salle de classe. Vous voyez les années, comment elles sont décalées dans certaines UFR du fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour assurer ces enseignements-là à ce nombre d'étudiants pléthoriques.
Nos étudiants ici aussi éprouvent des difficultés, des difficultés même du point de vue d'hébergement. On sait que c'est vrai, il y a 2 pavillons qui sont ici dans le campus là et le campus également aussi, mais qui n'arrivent pas bien entendu à contenir tous les étudiants. Donc, pratiquement 40% des étudiants logent en ville dans des conditions aussi extrêmement difficiles et qu'il fallait également aussi résoudre le plus rapidement possible. Il faut que le gouvernement accélère aussi ses travaux. Pour l'instant, il n'y a aucun chantier pour le gouvernement d'augmentation de campus. Hormis donc le campus existant, il n'y en a pas encore. En tout cas, à mon avis, il n'y a pas encore toutes mes dernières informations, il n'y en a pas encore un véritable projet de construction de logements supplémentaires pour les étudiants. Je devais enseigner 9 heures par semaine. Je m'en suis à 38 heures par semaine. Chaque année, je corrige presque 2500 à 3000 copies. Si c'est 4 pages par copie, ça me fait 12 000 pages à lire. En ce qui concerne la réforme des titres, la loi sur la réforme des titres et des grades est votée depuis le 19 février 2016 et elle est promulguée, transmise aussi bien aux SAES qu'aux universités. Son impact financier est de 4 milliards. Le ministre, cette réforme des titres, il l'a initiée lui-même quand il était recteur au niveau de l'UGB. C'est lui qui a commencé au niveau de l'université Gaston Berger parce qu'il était confronté à une difficulté, celle de pouvoir faire aux enseignants un travail qu'ils ne devaient pas faire. La loi nous dit que chaque catégorie doit faire un travail bien défini. La réforme des titres n'est rien d'autre que dire aux enseignants qui ne sont pas habilités à faire cours, non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, ils sont compétents à le faire, mais la loi leur interdit de le faire. Maintenant, on modifie la loi pour permettre à ces enseignants compétents de pouvoir donner des enseignements comme ils le font depuis longtemps. C'est tout ce qu'on dit. Je prends le cas de la FASEG. La FASEG, au niveau du département de gestion, nous avons 4 enseignants. Seulement 4, si on ne se fie pas à la loi, seulement 4 sont habilités à faire tous les cours à l'amphi de la première année au Master 2, ce qui est quasi impossible. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des rangs B, c'est les maîtres assistants, les assistants et même des assistants stagiaires qui dispensent des enseignements aux étudiants. Alors, tout ce qu'on demande, c'est quoi? Il faut régulariser, faire en sorte que le LMD pour lequel l'État du Sénégal a opté, qui est un package qui touche aussi bien les étudiants à travers la réduction du nombre de diplômes, mais également les enseignants à travers une réduction du nombre de grades. On prône partout le civisme. On doit célébrer les couleurs chaque premier lundi du mois. Mais on oublie qu'il y a d'autres symboles de la République. La signature d'un ministre de la République, le sceau de la République, apposé sur un document par rapport à d'autres acteurs de la société. Il faut les respecter, ces symboles-là aussi. C'est ça le début du civisme. Si on ne donne pas l'exemple, on ne peut pas quand même pousser nos jeunes écoliers à avoir ce civisme-là. Mais c'est un problème de crédibilité de nos acteurs politiques, de nos dirigeants politiques. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes maintenant dans un pays, une démocratie sans démocrate, où l'État réagit par rapport à sa volonté et non pas par rapport à la loi. Et c'est vraiment dommage. L'indemnité de logement est un droit que nous donne la loi. Et tout ce qu'on demande à l'État, c'est de nous accepter ce droit-là. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une revendication. Ce n'est pas une nouvelle revendication. C'est tout juste un droit qu'on demande. Tout ce qu'on demande, c'est que l'État accepte d'appliquer la loi. Donc
que là, ce n'est pas compliqué. Pour nous, le sens d'un accord signé par une autorité est très profond. Et nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, le système de l'enseignement supérieur soit bloqué parce que tout simplement, nous demandons la matérialisation des accords que le gouvernement a signés avec des échéances qui sont largement dépassées. Imaginez-vous que les gens se battent, des militants de l'enseignement supérieur, c'est ça le syndicat. Le SAES est un syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Des militants de l'enseignement supérieur qui sont dans ce syndicat se battent depuis 2005 pour que le minimum soit réuni, pour que nos jeunes frères, nos enfants puissent acquérir des compétences pour hisser ce pays-là à un niveau de développement. Et on signe des accords entre responsables, acteurs scientifiques et décideurs politiques. Depuis 2005, rien n'est respecté. On revient entre deux tours, 2012. On dit on met une pause pour laisser la nouvelle équipe s'installer. Parce qu'ils sont responsables. Ils vont étudier la situation. Ils sont venus, pensions-nous, avec des solutions. Malheureusement pour nous, ils ne sont pas venus avec des solutions. Mais ils ont essayé d'avoir des solutions pendant qu'ils s'installaient. C'est les concertations. Donc, en étant dans l'opposition, les gens ne se préparent pas pour régler les problèmes de cette société-là. Ils viennent, c'est après qu'ils cherchent des solutions. Nous sommes ouverts. Nous discutons chaque jour avec tout le monde. Et d'ailleurs, cet après-midi, Madame le Premier ministre convoque une réunion de tout le gouvernement pour que nous puissions étudier le protocole d'accord que le SAES avait signé avec le gouvernement. Et le vendredi prochain, nous ouvrons les négociations avec le SAES. Et ensuite, nous ouvrirons les négociations avec les autres syndicats. En 30 années d'existence, le SAES a déposé seulement 8 préavis de grève, dont une bonne partie, c'était pour demander le respect des accords. Ces préavis de grève-là, c'était seulement pour demander le respect des accords, ce n'était pas pour revendiquer. Et donc, si vous regardez bien, 2 préavis sur 8 ont été déposés quand le ministre a pris fonction, pour dire que quelque part, il y a un problème dans la méthodologie du ministre qui consiste à ne pas discuter. Donc nous avions signé des accords en 2005, qui n'avaient pas été respectés. En 2012, nous avions déposé un préavis pour que justement ces accords soient respectés. Nous n'avions pas été écoutés et entre les 2 tours, le président de la République est venu voir le SAES, lui demander, comme les autres candidats d'ailleurs, d'avoir cette fibre patriotique-là pour leur permettre, une fois installés, de s'occuper des problèmes. Ce qu'on a accepté. Mais de 2012 à 2013, donc les accords ont été mis sous le boisseau. Alors, nous avons déposé encore, hélas, un autre préavis de grève en 2015 pour justement demander le respect de ces accords-là. Et au terme de cette lutte, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement le 16 mars 2015 avec des échéances qui, pour certains, étaient en fait 15 jours après la signature. Alors nous sommes à plus d'une année, le gouvernement n'a daigné répondre, malgré tous les rappels que le SAES a fait, malgré tout le travail de lobbying qui a été effectué pour que le gouvernement puisse revenir à la raison, respecter les accords qui ont été signés. Nous avons attendu une année, communiqué, et de guerre là, nous avons encore déposé un autre préavis, justement pour que le gouvernement puisse respecter sa parole. Le deuxième front sur lequel nous sommes engagés, c'est le projet de loi portant sur la militarisation de l'école polytechnique. En effet, sur instruction prise à partir du Conseil des ministres du 9 décembre dernier, en l'absence du ministre de tutelle, sans concertation aucune avec les acteurs de l'école, que sont les enseignants et les personnels administratifs,
il a été demandé au ministre des Forces armées, en marge donc encore une fois de notre ministère, de préparer un projet de loi portant sur la remilitarisation de l'école polytechnique. Dans le cadre d'une intersyndicale, nous avons ouvert donc un front, une lutte pour le retrait pur et simple de ce projet de loi que nous rejetons. Parce que, étant sans objet et étant inopportun, au moment où l'école prend son envol. Mon CDC sédimentamétrie, c'est pour pouvoir déterminer les particules fines. Militaires yi lan moo leen fi jëlee dafa am lu ñuy wax audit boo xam ne ni canadiens yi ñoo ko defoon ca jamono jooju bañ ko defee ñu xamal ñu ni ñoom ñu def benn audit gis ni dañu doon doxalee école bi dafa teguwul ci yoon bañ ko jëbalee état bi envoyé fi ñu ñuy wax inspection générale d'État ñoom ñu ñëw firndeel loolu nag ba ko état bi jotee la wax ni kon nag ñii lañ leen doon waxal loolu lu am la léegi nag nañ leen fi jëlee noonu la tëddee ñun ñii tey ay lu ñuy wax enseignement supérieur loolu àndul ak militarisation école polytechnique loolu bés bu ñu ko defoon tey école polytechnique ci tëj lay jëm ndax bu ñuy xool polytechnique tey fu mu toll mën naa wax ni képp amul benn directeur wala benn direction bu fi mos a nekk muy canadien muy militaire boo xam ne ni li ñu fi def ci ñeenti at yi moom mos na ko fi def polytechnique ñaari département képp la amoon pendant lu mat ñeent fukki at ci ñeenti at yi yokk nañ ci ñetti département te suñu mbébét moom mooy dinañu dem ba lu mat fukki département wala mu jege ko. Nous n'accepterons plus que les étudiantes et les étudiants, à cause de grèves répétitives et injustifiées d'enseignants, soient sanctionnés injustement par des sessions uniques ou même par des invalidations de l'année. Le total de l'impact financier de la plateforme revendicative, en tenant compte de l'extension de la carte universitaire, est de 300 milliards 405 millions 475 185 francs. Concernant les 300 milliards qui sont injectés dans les revendications des enseignants, est un délit de contrefaçon de la réalité. C'est faux et le CES dénonce cette manipulation de l'opinion qui tente à mettre en mal les enseignants et l'opinion publique. Donc il y a des questions qui n'ont aucune incidence financière, notamment l'orientation des bacheliers. Il oublie de parler à l'opinion de cette question-là qui en fait détériore en fait la qualité de vie en fait dans les universités depuis quand même 3 années. Où sont les valeurs? Où est l'éthique? Où est l'état vertueux? La gouvernance vertueuse et sobre. Où sont ces valeurs-là proclamées partout, en pratique et dans les faits? Et nous voilà en train de perdre notre académie, notre université, qui faisait tant le Sénégal, qui a fait rayonner le Sénégal de partout. Mais ça, c'est depuis. Le Sénégal était le pôle scientifique en Afrique de l'Ouest. Après Tombouctou, c'est Pire Senghor, c'est Fouta, avec l'ensemble de ces écoles. C'est l'université de Dakar qui a formé beaucoup de cadres. Voilà le rayonnement du Sénégal. C'est uniquement les universitaires et ces scientifiques. Ce n'est pas d'autres politiciens. Et maintenant, nous sommes en train de perdre ce rayonnement parce qu'on méprise l'université, parce qu'on méprise l'enseignement supérieur, parce qu'on a des technocrates qui pensent que tout passe par des cabinets d'expertise. Et partout, on parle de l'employabilité des produits de l'université. On oublie de parler de l'employabilité de l'université. Combien de rapports sont-ils sortis de l'université? Le plan TACAL, on passe par un cabinet d'expertise qui sollicite la compétence et l'expertise universitaire. Mais on paye des milliards au cabinet. Le PSE, au lieu de passer par l'université, on contourne, on passe par des cabinets qui sollicitent des universitaires, mais qui encaissent des milliards des Sénégalais. Voilà. Donc l'employabilité de l'université, on le néglige. On parle de l'employabilité des produits de l'université. Il faut savoir employer l'université et ses experts. Nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour réfléchir et faire avancer ce pays-là. Et on n'attend rien de l'État. Nous avons nos salaires. Mais qu'on nous sollicite, qu'on nous demande des solutions et qu'on fasse ça pour le peuple, pour notre société, au lieu de passer par des cabinets, la technocratie, l'expertise ailleurs et qu'on ne peut pas maîtriser. Depuis des années, on tourne en rond.
rien n'avance dans ce pays-là. Parce qu'on ne fait plus confiance à ceux qui travaillent night and day, jour et nuit, dans la réflexion pour des solutions de cette société-là.